Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario, une dernière chronique pour la route. Oui, et je viens de faire le tour qu'on regarde ce matin, le Figaro, Le Monde, n'importe quel média français, c'est la même nouvelle qui est à la une. C'est un fait divers mais grave, la disparition là d'une jeune fille, mais qui est devenue une affaire complètement politique. Je veux dire, c'est Macron, c'est le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, c'est le ministère de la Justice, c'est tout le monde qui est pris à partie là. Comment on passe d'un fait divers à un fait de société avec une classe politique aujourd'hui qui est évidemment en crise? Réunion d'urgence convoquée à Matignon, l'hôtel de Matignon, l'endroit où le premier ministre travaille, effectivement avec deux premières personnes interpellées, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, comme on dit ici, et le ministre de l'Intérieur, responsable donc, des services politiques. SCEAUX n'a pas SOTS, hein? Non, mais il y a aussi des sceaux à garder, mais c'est notre paire de manches, et ça, il y en a partout, et il y a peut-être pas assez de gardes ou de gardiens pour tous les sceaux de la Terre. Donc, on est dans un fait divers au départ. Je te plante le décor. On est à Fleurance, petite commune dans le Gers, pas très loin de la ville de Toulouse. À l'école, ça donnera évidemment un petit sourire aux Québécois. Hubert Reeves, on est au lycée. La semaine dernière, vendredi, une jeune fille de 11 ans, Liana, est vue pour la dernière fois à 15h05 dans la voiture d'un papa d'une amie de Liana. Quelques heures plus tard, elle est portée disparue. Le père en question, M. Barnella, est arrêté pendant le week-end, mis en garde à vue. La détention se poursuivra et on soupçonne qu'il est peut-être celui qui l'a kidnappé, fait disparaître, possiblement tué. En général, plus il y a du temps entre le moment où une jeune personne disparaît et le moment où on la retrouvera, les chances de mort sont très élevées. Or, hier, on a retrouvé un corps dans un silo abandonné, un lieu de travail où avait déjà œuvré le monsieur Barnella en question. L'autopsie devrait se terminer dans quelques minutes, heures. Il y aura donc une réponse. Tout laisse croire qu'il s'agit de la jeune Liana. Le corps avait des vêtements qui correspondent pour l'essentiel à ceux qu'elle portait lorsqu'elle a été vue la dernière fois, vendredi dernier. Ça, c'est le fait divers. Quand ça devient un fait de société, c'est ce que tu ajoutes à la compréhension des événements. Que le principal suspect dans cette affaire, qui est évidemment toujours derrière les barreaux, M. Barnella, père de famille de 2 enfants, a été une première fois signalé en 2017. Affaire classée rapidement. A travaillé souvent dans des écoles et il n'y a pas si longtemps, son contrat de travail a été stoppé parce que il y avait apparemment des relations soutenues entre lui et une ou deux jeunes filles, relations au sens d'échange via des messageries, ou des relations donc inappropriées. On met un terme à la relation de travail. On découvre cette semaine qu'une jeune fille de 10 ans, amie de la victime, en août dernier, accompagnée de sa mère, porte plainte contre le même individu pour viol. Le 11 septembre dernier, cette jeune fille, Rosa, est vue par des médecins. On constate qu'il y a des lésions qui corroborent le témoignage. Je ne donnerai pas davantage de détails. Elle aurait été violée plusieurs fois. La mère de la jeune fille dit que l'individu en question, Barnella, aurait menacé de se suicider si la gamine parlait. Pour autant, la mère de cette jeune victime de viol n'a appris que cette semaine que les résultats de l'examen médical avaient constaté les lésions grâce au travail des médias. À aucun moment, le père de famille, qui est aujourd'hui derrière les barreaux, n'a été sous contrôle judiciaire. Il a été vu une fois par les policiers, pas davantage. On ne sait évidemment pas ce que ses 2 enfants et sa mère savaient ou ne savaient pas. Ça devient évidemment un fait de société parce qu'à répétition, les autorités responsables d'enquêter et la justice n'ont pas été capables d'identifier quelqu'un qui était objectivement dans sa communauté
un prédateur et pour lequel des drapeaux avaient été à répétition levés. C'est comme si tous les petits points étaient là sur la carte, mais que personne ne s'était donné la peine de tirer des traits entre tous ces petits points. Mais là, les partis d'opposition à gauche comme à droite, essentiellement tiennent le système responsable de la mort de Liana, là. Parce que c'est pas la première fois que ce genre d'incident arrive. J'étais cette semaine en plateau avec la mère éplorée d'un jeune homme de 14 ans, mort aujourd'hui, Elias, qui a été attaqué par 2 jeunes adolescents. On disait au départ peut-être à coups de couteau, alors qu'il a été attaqué à la machette. Les autorités ont longtemps refusé de donner tous les détails. C'était 2 jeunes personnes qui étaient non seulement connues des autorités judiciaires, je parle des meurtriers, mais qui étaient sous contrôle judiciaire, ne devaient jamais être en contact l'un avec l'autre parce qu'ils avaient à répétition été impliqués dans des événements d'intimidation. Il n'y avait aucun réel contrôle. Les policiers responsables localement n'étaient même pas au fait de ce qu'ils étaient sous contrôle judiciaire. Et ce gamin est mort. Et cette semaine, la mère était sur notre plateau pour dire « La peine que j'ai comme mère qui a perdu son fils, c'est une chose. Elle se double de l'insulte de ce que j'ai l'impression que mon affaire n'intéresse pas vraiment la justice. J'ai demandé à rencontrer les juges qui avaient traité ces 2 jeunes meurtriers en amont pour comprendre, pour essayer qu'on m'explique ce qui s'est passé et qui fait qu'on les a si mal contrôlés, qu'après tout ce qu'ils avaient fait, on n'a jamais davantage mis de contrôle. Ça lui est refusé. C'est évidemment, je dirais, un précepte de la justice. Les juges n'ont pas à rendre compte devant les parents de victimes de leur décision. À plus forte raison, les juges qui ont rendu des jugements dans des cas qui visent les meurtriers et non pas la victime. Pour autant, cette mère est dépassée. A dit, il y a un rapport qui a été produit, il va aboutir sur une tablette, le système ne changera pas. Et c'est là que ça devient un fait de société et plus un fait divers dans un contexte où les budgets pour l'intérieur, donc la police et tout ça, la justice, ont eu en 2022-23 quelques augmentations, mais où, parce qu'on est dans un pays où on n'arrive pas à s'entendre sur le budget, on n'arrive pas à faire des choix difficiles, par exemple sur la réforme des retraites, qui aurait permis de dégager de l'argent. On est dans un pays, donc, parce qu'il ne fait pas de choix, qu'il vit avec un déficit de 150 milliards d'euros cette année. Et c'est une leçon qui peut être applicable à tous les pays du monde qui sont sur cette pente glissante. Ben, aujourd'hui, parce qu'il y a des arbitrages à faire, en dehors du processus budgétaire, on choisit, par exemple, de geler le budget de la justice, geler le budget de l'intérieur. C'est donc, à toutes fins utiles, des compressions respectivement de 400 millions d'euros et de 600 millions d'euros parce qu'il y a de l'inflation. Puis si tu n'augmentes pas les budgets, ben, tu dois faire des choix. Et les choix ne sont pas faits sur ce qu'on pourrait arbitrer pour faire en sorte que le régalien, alors dans le régalien, il y a la défense, mais il y a surtout la justice, dans un contexte où on augmente aussi les dépenses de défense substantiellement. Et le pari qu'on peut faire, c'est que les dépenses de défense vont se poursuivre au nom de la menace, possiblement, mais aussi parce que tu as des industriels qui voient la manne se profiler à l'horizon, parce que c'est un substantiel transfert de richesse. En Europe, on parle de 800 milliards de dollars qui vont être dépensés pour acheter toutes sortes d'équipements. Le Canada, d'ailleurs, veut participer à ce programme de réarmement SAFE. Il n'y aura pas de compression qui se feront là parce que la capacité de lobby des grands industriels ne bougera pas. Les victimes de ce qui se passe dans les rues, dans les communes de la France, comme ailleurs dans le monde, ne sont pas un lobby comparable. Et on est donc aujourd'hui à avoir un pays qui se pose des questions sur la justice. Sommes-nous encore capables de la bien administrer? Avec un potentiel de dérapage, Mario, c'est-à-dire des gens qui, quand ils apprendront que dans leur communauté, il y a quelqu'un qui est soupçonné peut-être d'être un pédophile, vont peut-être pas attendre, et c'est très inquiétant, n'attendront peut-être pas que quelque chose soit fait, mais géreront eux-mêmes la justice, mais surtout, ça annonce le programme des prochains mois. On rentre en campagne présidentielle avec, à l'horizon, un parti qui, depuis des années, est présenté comme une menace totale, le Rassemblement national. Ben, figure-toi, cette semaine, Jordan Bardella, qui est une des 2 vedettes
une des deux têtes de proue avec Marine Le Pen, est à 47% dans les sondages, derrière la nuit d'émeutes de samedi dernier, pas juste à Paris, mais dans plusieurs villes, après qu'un ministre de l'Intérieur ait dit « on avait la situation sous contrôle », et au lendemain de ce qu'on a retrouvé le corps de cette jeune fille, avec des parents qui, évidemment, sont dépassés. Comment se peut-il que leur fille soit morte alors que tous les indices étaient là? Alors, c'est une chronique qui aura peut-être l'air un peu racoleuse, mais c'est aujourd'hui le seul réel débat qui a fait déplacer tous les autres sujets en France, parce que ça annonce la couleur de la campagne présidentielle et parce que c'est profondément inquiétant et que ça dit que la justice, en partie, et le système policier a dératé, faute de moyens. Alors, c'est certainement pas la volonté. Il n'y a personne qui se lève un matin en disant on va botcher l'affaire, mais c'est déchirant. D'autant plus que la mère de celle qui a été violée l'été dernier disait si on nous avait écoutés, ça ne serait jamais arrivé. On aurait évité tout le reste. Stéphane, merci pour cette chronique et toutes les autres. C'était une excellente saison, entre autres avec ce qui s'est passé en Iran. C'était très, très éclairant de t'entendre quotidiennement. Salut Mario, je te souhaite bon repos cet été. Merci. Au plaisir de vous retrouver tous bientôt. On prend ça.